En 1986, c'est la démesure du sport automobile. En rallye évoluent les mythiques et dangereuses groupes B. En endurance, le groupe C est roi. Et en Formule 1, certains motoristes dépassent les 1300 chevaux de puissance. Jamais les F1 n'ont été aussi performantes et quelques-uns des plus grands pilotes de l'histoire se battent pour le titre. 4 pilotes qui font de cette saison l'une des plus incroyables de la F1. Mais en se dirigeant en Belgique, 5e épreuve de la saison, un pilote manque à l'appel et le paddock pleure sa disparition. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les visionner pour bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Le 14 mai, 3 jours après le Grand Prix de Monaco, plusieurs équipes se rendent au Castellet pour des essais privés. On parle de McLaren, Ferrari, Lola Haas, Tyrrell, Ligier et évidemment Brabham. Les essais privés, c'est dangereux, il y a moins de personnel autour et il vaut mieux éviter de se rater. Depuis le début de la saison, Brabham galère avec sa BT55. Ils ont essayé diverses choses et ont malgré tout réussi à scorer 1 point à Imola grâce à Patrese. Mais du côté de De Angelis, c'est compliqué. Le Romain est accablé par la malchance avec plusieurs soucis techniques. Lui qui vient d'arriver chez Brabham espérait un meilleur début de saison. Vers 11h30, Helio est en piste et à l'approche des Est de la Verrerie, à près de 270 km/h, il perd son aileron arrière. Il perd le contrôle de sa Brabham et part dans une effroyable série de tonneaux et échoue de l'autre côté de la barrière. Un incendie se propage. L'Italien est blessé à la colonne vertébrale et n'arrive pas à sortir. Prost, Laffite et Jones s'arrêtent pour porter secours à leurs collègues dont la voiture est en train de se consumer. Malheureusement, ils n'arrivent pas à l'en extraire et il faut attendre les équipes médicales qui tardent à arriver. Une fois sur les lieux, ils parviennent à sortir Helio De Angelis. Ce dernier respire encore, mais très faiblement. Il est transporté à l'hôpital de la Timone à Marseille dans un état très grave. L'espoir est faible au vu de la quantité de vapeur toxique qu'il a inhalée. Le lendemain, le 15 mai à 17h15, le décès d'Helio De Angelis est officialisé. Helio détonnait dans le paysage d'une Formule 1 qui tendait à se professionnaliser. L'un des derniers pilotes à faire de la F1 son hobby. Aristocrate aux multiples talents, Helio était rapide et apprécié par ses pairs. Un pilote fiable, intelligent et d'une grande classe. Celui-ci était arrivé chez Shadow en 79 avant de passer chez Lotus l'année suivante. Il se révéla en 82 notamment en décrochant sa première victoire pour quelques millièmes face à Keke Rosberg. Si 83 était plus délicat, Helio enchaîna les podiums en 84 et termina même 3e du championnat derrière les deux McLaren. Une prouesse. En 85, il ne sera pas ridicule face à Senna et décroche même une victoire sur tapis vert à Imola. Coincé par la révélation Senna, De Angelis a tenté sa chance chez Brabham qui était en légère perte de vitesse. Tout cela avant que sa passion l'emporte à l'âge de 28 ans. Les hommages affluent de partout envers l'Italien. Premier décès de la Formule 1 depuis Riccardo Paletti en 82. Le prochain aura lieu 8 ans plus tard, le 30 avril 1994 à Imola avec Roland Ratzenberger. Helio De Angelis. Henri Toivonen, puis Sergio Cresto et Helio De Angelis en quelques jours. Le monde du sport automobile est en deuil et ouvre les yeux sur ces voitures qui aujourd'hui sont devenues mythiques.
Jean-Marie Balestre, qui fait depuis plusieurs années de la sécurité une priorité, annonce la fin du groupe B et l'annulation du groupe S pour le rallye. Ce qui fait grogner pas mal de monde et qui fait aussi partir Audi du monde des rallyes. Mais bon, Jean-Marie Balestre profite de cet élan pour embrayer sur la Formule 1. Il veut redessiner le règlement. Et pour le coup, les pilotes ont déjà pris les devants. Prost et Piquet mènent une réunion qui vise à discuter de la sécurité en Formule 1, et notamment des puissances moteurs beaucoup trop importantes. On dépasse les 1300 chevaux pour certains, et ils veulent réduire la puissance à 600 chevaux. Parfait, c'est ce que voulait Balestre. Il manque plus que l'aval de tous les membres de la FOCA, et tous les membres de la FOCA acceptent. Non, c'est pas possible que la Formule 1 soit unanime face à une telle décision. Eh bien si. Enfin presque, parce que Ron Dennis n'est pas tout à fait d'accord. Selon lui, et en soi, il n'a pas tort, l'accident de De Angelis n'est pas dû à la puissance moteur, mais à un aileron défectueux. Et pour un glacial anglais où seule la performance compte, réagir sous l'émotion n'est pas très bon. Mais vu que tout le monde est d'accord, les 600 chevaux sont acceptés et seront mis en service dans les plus brefs délais. Au plus tard en 87. Mais pas tout le monde est d'accord sur la façon de faire. Oui, parce qu'il y a plusieurs façons de brider un moteur et il faudra attendre la décision de la FISA. Puis ensuite, d'autres décisions sont prises, comme celle de modifier le circuit du Castellet. Étant également président de la FFSA, Balestre a la main mise là-dessus assez facilement. De plus, il décrète que les essais privés devront se dérouler avec la présence d'hélicoptères médicaux et d'équipes médicales. Aujourd'hui, ça paraît logique, mais ça vient de là. Il semble clair maintenant que Spa ait définitivement remplacé Zolder pour le Grand Prix de Belgique. Ce nouveau circuit de Spa, redécouvert par la F1 en 83, plaît. Évidemment, le rouge est le challenge du circuit, mais les autres virages ne sont pas à sous-estimer, notamment le double gauche de Pouhon ou encore Blanchimont. Les pilotes vont s'amuser, mais il semble que les favoris soient Williams pour ce Grand Prix. Au passage, cela nous permet d'apprécier la concrétisation du projet de caméra embarquée en direct. Ici, nous sommes à bord de la Tyrrell de Philippe Streff. Bernie Ecclestone souhaite que toutes les voitures en soient équipées dans un avenir proche. L'écurie Brabham ne présente qu'une voiture pour ce Grand Prix de Belgique, celle de Riccardo Patrese. Mais ils annoncent qu'au Grand Prix suivant, au Canada, Derek Warwick prendra la place du regretté De Angelis. Derek n'avait malheureusement pas pu trouver de baquet de titulaire pour 86 et s'est réfugié chez Jaguar en groupe C. Le voilà de retour avec un double programme. Une autre rumeur circule et fait du bruit, celle de l'arrivée de BMW en tant que constructeur, en s'associant à March et en engageant Niki Lauda. Alors, ça semble peu réaliste, mais la direction bavaroise a laissé entendre qu'il pourrait arriver en 1988. Nelson Piquet parvient à reprendre la pole position signée par Berger le vendredi. Le pilote Benetton impressionne depuis le début de la saison. En deuxième ligne, on retrouve Prost et Senna. Mansell n'est que 5e car gêné par Arnoux. Fabi confirme la bonne forme des Benetton avec le 6e temps. Alboreto, le meilleur pilote Ferrari avec sa 9e place, juste devant un Patrick Tambay encore en forme. Riccardo Patrese est lui 15e avec l'unique Brabham. Encore une fois, Jacques Laffite est loin, mais après sa remontée de Monaco, il faut s'attendre à tout. Andrea De Cesaris peut sourire avec une 19e place pour Sami Nardi. Les deux Osella ferment la marche. Il fait beau ici dans les Ardennes belges pour ce Grand Prix de Belgique. Chez Williams, on espère renouer avec la victoire. Donné favori en début d'année, ils n'ont gagné que le Brésil. Quant à Prost, il sait qu'il ne peut pas compter que sur sa vitesse de pointe et devra une nouvelle fois la jouer intelligemment. Dès la fin du tour de formation, Patrese et Danner regagnent les stands, crevaison pour l'Italien et souci d'alimentation pour l'Allemand qui démarre des stands. Berger ne prend pas un très bon départ, mais c'est largement mieux que son équipier Fabi scotché. Rosberg passe dans l'herbe pour l'éviter, mais reste finalement derrière. Devant, Prost se porte à la hauteur de l'Autrichien, tout comme Senna qui prend l'extérieur à la source. Mais surprise lorsque la caméra se tourne, Prost et Berger se sont accrochés et créent le bouchon. Rosberg et Arnoux font demi-tour dans l'échappatoire, tandis que Tambay casse sa suspension sur la Benetton. Berger et Prost repartent, tandis que Piquet et Senna ont déjà beaucoup d'avance.
Piquet est bien plus rapide que son compatriote, souffrant d'une voiture mal équilibrée. Le Carioca s'échappe. Mansell est 3e, suivi par Johansson, Dumfries et Laffite, parti 17e, qui se retrouve 6e à la fin du premier tour. Jones, Boutsen et Alboreto sont juste derrière. La toute nouvelle caméra embarquée retransmettant les images en direct montées sur la Tyrrell de Streff permet de découvrir les images de l'accident, ou du moins de vivre de l'intérieur le cafouillage. Le leader du championnat rentre logiquement au stand pour changer d'aileron et sait que sa course va être longue. Au 3e tour, Mansell prend la 2e place à Senna qui tente de s'accrocher comme il peut. Le départ chaotique offre du spectacle en piste car beaucoup de voitures plus rapides ont perdu des places. Au 6e tour, on découvre une McLaren arrêtée, c'est celle de Rosberg victime d'un souci moteur. Dans le même tour, Johnny Dumfries qui se trouvait une nouvelle fois dans la zone des points doit abandonner à cause d'un souci de radiateur. Les soucis continuent et c'est maintenant le local de l'étape, Thierry Boutsen, qui abandonne pour problème électrique. Bref, devant, Piquet mène devant Senna et Johansson. Mansell est 4e après avoir fait une erreur à l'arrêt de bus. Cela nous permet de constater la vitesse de la Williams qui remonte et double facilement la Ferrari de Johansson. Rebondissement au 16e tour avec l'abandon de Nelson Piquet, casse du turbo. Senna prend alors la tête du Grand Prix, grosse déception pour Nelson. Mansell s'arrête un tour avant Senna et on peut considérer ça comme un undercut réussi car le Brésilien ressort derrière la Williams. Mansell est virtuellement premier, il doit juste attendre que le leader Johansson s'arrête pour prendre officiellement la tête. Des nouvelles de Prost ? Eh bien, il continue de remonter tranquillement après avoir presque perdu un tour au début du Grand Prix. À la mi-course, il est aux portes du top 6. Le leader Johansson s'arrête 2 tours après Senna et ressort 4e derrière son équipier Alboreto. Ferrari tient son premier podium de la saison. Mais alors que Johansson remonte sur Alboreto, Ferrari craint l'accrochage et passe la consigne slow à ses pilotes. Décidément, et une nouvelle fois, celui qui est derrière ne lâche pas, et Johansson attaque Alboreto et prend la 3e place. Même si la Lotus est donnée moins rapide, Senna ne lâche pas et tient Mansell à une distance respectable, forçant le Britannique à augmenter la pression du turbo, et cela fonctionne au prix de quelques dixièmes au tour. Une nouvelle fois, ces deux hommes nous offrent un duel à distance intéressant. Jones, qui se battait pour les points avec sa Lola Haas, doit renoncer à quelques kilomètres de l'arrivée. Prost est lui remonté 6e, un point précieux dans un championnat toujours aussi ouvert. Lui et Laffite ont fait une superbe remontée. Le pilote Ligier termine une nouvelle fois dans les points. Mais celui qui a fait le job également, c'est Nigel Mansell qui, malgré une erreur, a réussi à reprendre la tête et remporte son premier Grand Prix de la saison 86. Enfin, Williams est de retour au sommet. Senna peut également savourer son podium, tout comme Stefan Johansson. 3e et 4e, 2 bons points pour Ferrari. Now, round about lap 5, we suddenly had you go down 2 places, and Johansson and Senna got past you. What happened there? It was my mistake. I was going very, very quickly coming into the bus stop chicane, and I pushed the brakes, and they work okay, but I wasn't stopping as quick as I needed to. So I jumped the chicane, and the second curb I hit, the whole car takes off. So I turn the wheel, and when it lands, I put it into a spin, and then I have to stop. I wait for both Ayrton and Stefan to go past. It was a bad moment, but I recovered, and the car was very strong and fortunately survived it. I must add one thing, Murray, that my old teammate Elio De Angelis, of 5 years I was with him, I'd like to dedicate my win here today for him, because it would make it much better if he was here with us. Nigel, everybody will say thank you for that. Nigel, qui a vu l'arrivée de Nelson Piquet chez lui, chez Williams, regagne un petit peu de confiance. Nelson a de suite été à l'aise, contrairement à Mansell où les astres ont un petit peu de mal à s'aligner. D'autant plus que cette victoire fait du mal à Piquet qui a dû abandonner une nouvelle fois cette saison. La bataille Williams qui se dessine va être intéressante. Grâce à la course difficile de Prost, celui qui reprend la tête au championnat, c'est Ayrton Senna. Le Brésilien est assez mécontent de sa course où sa Lotus était privée du 6e rapport. Les bons points des rouges redonnent le sourire malgré la désobéissance de Johansson. Enfin un bon résultat pour le Suédois en difficulté.
Au classement constructeur, Williams remonte à un point de McLaren et Ferrari prend la 5e place derrière Ligier. Mais sur le podium, Mansell, Senna et Johansson rendent hommage à De Angelis. Et comme vous avez pu le voir dans l'interview, le vainqueur britannique dédie sa victoire à son ami. La F1 espère que le spectacle aidera à tourner la page et elle se dirige à Montréal pour le Grand Prix suivant. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode 05 vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme 5 gestes importants. Vous trouverez en description les liens de mes réseaux sociaux ainsi que de la chaîne Twitch et la chaîne La Piste, la chaîne secondaire. Mais je vous invite également, les liens en description, à aller suivre Ed Lomega qui a fait plusieurs musiques pour la série comme celle du générique d'intro et de fin, ainsi que d'autres musiques qui accompagnent les images de la série. Quant à 1986, les 4 Fantastiques, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21h en première sur YouTube pour l'épisode 06.